Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 8 avec le King Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Monsieur G, bonjour. Alors, aujourd'hui, particulièrement chargé puisque d'abord on va commencer un tambour battant avec ce qui s'est passé lors de l'UFC Vegas 21. Comme d'habitude, vous pouviez le suivre avec les commentaires avisés de Fernand Lopez sur Twitter et sur Instagram à chaque fois. Bon, le main event, assez terrible. Après plus d'un an et demi d'absence, Leon Edwards, numéro 3 mondial de la catégorie welterweight, qui affronterait Belal Muhammad en short notice numéro 13. Le combat s'est terminé par un deuxième eye poke de Leon Edwards, qui a fait que le combat a dû être interrompu. Heureusement, et oui, Belal Muhammad va bien. Mais là, la question qu'on va se poser quand même, c'est que faire avec ces eye pokes? Parce que je ne vais pas dire que ça commence à devenir un problème récurrent de l'UFC, mais on va dire tous les 6 à 8 mois, on a un combat qui est assez important qui s'arrête à cause des hypocs ou qui est impacté par les hypocs. L'année dernière, ça avait notamment été Daniel Cormier, Stipe Miocic 3. Ouais, les doigts dans les yeux, c'est super compliqué. Ça nous pose un gros problème. Enfin, mais encore une fois de plus, sur ce combat en particulier, moi, je suis un peu déçu de l'arbitrage. Parce Ok. qu'après la première fois où il reçoit Belal reçoit le doigt dans les yeux, euh, on voit bien que dans l'attitude de Léon, il y a encore sa main tendue et ses doigts tendus vers l'adversaire et il n'est pas averti. Je le sentais en fait venir. Je l'ai vu venir, je te promets, je l'ai vu venir genre quelques minutes avant. Je l'ai vu venir. Il avait sa main à chaque fois qu'il déclenchait ce kick-là et tout, sa main qui était tendue vers l'adversaire, ses doigts qui étaient tendus. Et, et puis, honnêtement, je me rappelle qu'en regardant le combat, j'étais un peu vénère. Parce que je me dis, Léon, tu le sais déjà, quoi. Enfin, tu sais comment ça se passe, tu es déjà passé par là et tout. Alors, c'est plus facile à dire pour moi qui est de l'autre côté du comptoir, mais ça m'a saoulé en tant que spectateur. Parce Ouais. que, parce que c'était prévisible. Il a déjà fait, on lui a dit, enfin, euh, il a eu un petit avertissement et ensuite il continue à tendre les doigts vers l'adversaire et même l'arbitre, enfin, je te jure, j'étais un peu déçu, tu vois. Maintenant, c'est ce qui complique la tâche, c'est la suite, en fait. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait d'eux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux parce que les postures sont différentes. Très clairement, on dit à Léon, si tu gagnes ce combat, tu fais le titre. Donc, du coup, même si on ne dit rien à Belal, Belal se dit, OK, si jamais je gagne, je me mets dans la conversation du titre à un moment donné. Donc, les deux jouent leur partition. On a vu Belal qui a tuté, énervé en disant que Léon Edouard était un lâche de vouloir l'esquiver et de demander le titre après avoir été dans une histoire de non-contest qui aurait pu être une disqualification. Euh, bon, je ne le blâme pas, il joue sa partition. C'est-à-dire que pour lui, l'enjeu, il est très intéressant. L'enjeu du management, en gros, c'est que à ce moment-là, Belal, il s'est dit, je suis au tournant de ma carrière. C'est ça. Cette petite phrase-là, ce petit tweet peut peut-être faire qu'on me redonne une chance. Parce que clairement, si on enlève Léon Sédois, qui est numéro 3 et qui vient affronter Belal, qui n'est pas classé. Il est classé, lui? Est-ce qu'il est dans le top 15? 13e, il est 13e. Voilà, il est 13e. OK. Le mettre contre lui, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Et donc, il s'est dit, est-ce que j'aurai encore une chance pareille? Il faut que je capitalise tout dans la communication, comme quoi j'ai été victime et tout, et que je puisse continuer, que je puisse avoir un rematch. Parce qu'un rematch veut dire que je peux être dans la conversation pour le titre. D'un autre côté, le boulot de management, du management en fait de Léon Sédois, c'est d'aller chercher l'oseille, c'est d'aller chercher le combat qui paye. Le combat qui paye, c'est le titre. Et donc, du coup, il s'est dit, bon, si je dois encore faire un match de qualification pour arriver sur le titre, alors que là, peut-être j'ai la chance de m'aligner tout de suite derrière, puisque on sait maintenant que c'est officiel, que Masvidal va faire le titre chez le welterweight contre Ousmane Camaro. Et s'est dit, bon, moi, je joue ma partition, je ne parle même plus de l'histoire de Ice Poke, je ne parle plus du tout de Belal, je me concentre sur la suite et je demande juste le titre. C'est très compliqué, c'est-à-dire que d'un point de vue, c'est simple. Mhm. La commission athlétique des États-Unis a décidé que le combat est un no contest, donc il n'y a pas de victoire.
mais il n'y a pas de défaite. Et donc, chacun de son côté s'est dit, je peux capitaliser ce combat, même s'il n'a pas eu lieu. Sauf que Dana White ne l'entend pas de cette heure. Lui, il est énervé déjà qu'il ait son hypoke et que le combat il soit annulé. Lui, déjà, ça le met mal et tout. Donc, c'est très compliqué, c'est tricky. Je ne sais pas ce que toi, tu penses, mais ça va être compliqué de déterminer qui doit faire quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Allez, si je devais mettre une petite pièce, je dirais plutôt, tu vois, une revanche, parce que c'est vrai que Leon Edwards, aujourd'hui, par rapport aux autres, d'ailleurs, la petite stat, c'est vrai que la petite stat par rapport à cette catégorie welterweight, assez dingue, mon cher Fernand, c'est qu'hormis Stephen Wonderboy, qui a battu Jorge Masvidal, et bien sûr Kamaru Usman, tous les autres membres du top 5 ne se sont jamais affrontés. C'est quand même complètement dingue quand on pense à la C'est ça. catégorie. C'est ça. Et donc, je pense que tu vois quelqu'un comme aujourd'hui, Leon Edwards, qui a on en parlera parce qu'aujourd'hui, on va parler du management, de l'importance du management, de la gestion de carrière en MMA. Il est, par rapport, tu vois, aux autres de la catégorie, c'est quand même quelqu'un qui encore doit construire son image, qui n'est pas extrêmement connu. Donc c'est vrai que je pense que l'UFC, ils ont tout intérêt à privilégier un Colby Covington pour un nouveau title shot, ou même là, on va en parler bien évidemment, Jorge Masvidal, qui a une nouvelle chance pour le titre, alors qu'il n'est que 4e et qui sort d'une défaite contre Kamaru Usman. Donc, à mon avis, et puis comme Dana White a tweeté aussi, enfin, tweeté et posté sur Instagram juste après le sans décision emoji, je pense qu'il n'est pas très très content. Donc, il ne va pas forcément faire de cadeau à Leon Edwards non plus. Du tout, du tout. Je pense que il y a comme ça des mecs qui rentrent dans le collimateur petit à petit. Après, C'est ça. Et après oui, et puis aussi, oui, ce qui est important, c'est qu'il s'était fait retirer des classements l'année dernière quand il n'avait pas accepté le combat contre Hamzat. C'est ça. C'est-à-dire qu'il revient à un moment donné juste parce qu'il va combattre Hamzat. Et puis, mais sinon, il était mis dans un casier, quoi. On l'avait oublié. Donc, je ne sais pas comment il va en sortir. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse du bien parce que dans la KT de 77, c'est la KT la plus la plus comment dire, la plus chargée Dense, possible, ouais, c'est ça. dense, mais c'est la KT où les gens ne s'affrontent pas. Quasiment personne n'a affronté. Enfin, ils ne veulent pas s'affronter. On ne sait pas trop pourquoi, à part des mecs comme, comment dire, le collègue d'Ousmane qui a perdu contre lui récemment, Burns, à part Gilbert Burns, qui est chaud, qui est prêt, qui peut affronter n'importe qui. Les autres, ils se tournent autour, on ne sait pas ce qu'ils font exactement. Et je pense que définitivement, Leon Edwards va rentrer dans le top 10 des personnes les plus détestées, des possibles champions plus détestés par Dana White. C'est-à-dire que Dana White, il y a des gens comme ça qu'il a mis dans sa ligne de mire à un moment donné parce qu'ils lui ont fait un coup qui n'a pas arrangé ses business. Mais après, bon, on parle de Nunes, personne ne se rappelle que Nunes, elle a été archi détestée par Dana White. On parle de Georges Saint-Pierre, on ne se rappelle pas que Georges Saint-Pierre, il était archi. C'est probablement le top 3 des champions que Dana White ne voulait pas du tout, Georges Saint-Pierre. Et puis, finalement, il finit par s'arranger. Mais en tout cas, la position aujourd'hui, après ce no contest, est très compliquée pour Leon Edwards, très compliqué pour Belal. Enfin, très compliqué. Lui, c'était tout bénef, quoi. Il venait de loin. Est-ce que tu penses que, justement, on entre petit à petit dans le gros sujet, que le fait que dans l'interview, immédiatement après le combat, le fait que Leon Edwards dise directement « Je pense que je mérite le title shot », est-ce que ça, c'était quand même une erreur de communication ou pas de sa part? Non, ce n'est pas une erreur de com. Selon moi, la fenêtre du tir du combattant, elle est très faible. Quand le combat finit samedi soir, on a jusqu'à lundi soir de fenêtre de tir pour maximiser la communication et dire ce qu'on veut pour la suite de sa carrière. La fenêtre de tir, quand on est à temps écouté, là, il y a l'UFC 260 qui arrive. La fenêtre de tir de l'UFC 260 se termine le lundi soir. Quand on arrive le mardi matin, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose, on passe sur une nouvelle fight card. Et je pense que dans la stratégie, c'était de dire, je fais une espèce d'inception. J'envoie un message qui commence à être possible. Rappelez-vous que toutes les grandes idées, selon Schopenhauer, sont toujours au début ridicules, dangereuses, et puis finalement, ça devient évident. Et l'idée, en fait, c'est de commencer la com en disant que c'est une possibilité, ça rentre dans la possibilité.
Ce n'est pas un hasard s'il le fait. C'est clairement... c'est le rôle du manager de le faire. Mon rôle, c'est de conseiller à Cyril à la fin du combat. Il faut que dans ta communication, il y ait conversation pour le titre, qu'il y ait titre, qu'il y ait quelque chose du titre. Parce que la vision, finalement, vient avec de la maturité. Le mec qui est en train de combattre, qui n'a pas encore assez d'expérience, ne se rend pas compte de l'enjeu que c'est. C'est-à-dire que Balal d'un côté, et puis, comment il s'appelle, Lyon Zedouard d'un côté, sont en train de parler d'un bombe de quasiment 1,5 million dans leur salaire. Ouais. Ce n'est pas n'importe quoi. Et puis, c'est une carte de visite d'avoir dit, j'ai fait le titre, j'ai combattu pour le titre, même si on ne gagne pas. Donc, c'est une garantie. C'est pour ça que la guerre médiatique commence tout de suite après. C'est-à-dire que même si tu n'y crois pas, même si tu n'es pas encore là, il faut commencer à donner la légitimité à ton propos pour que les journalistes puissent en parler et puisque ça puisse arriver aux oreilles de Dana, que c'est une possibilité, que ça rentre dans le champ des possibles. Et si tu ne rends pas ça le champ des possibles, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte comment c'est aussi basique. Là, il y a l'UFC entre Francis et Stipe qui arrive. On n'y penserait pas automatiquement d'appeler Cyril Gane s'il y avait un blessé. Mais le fait qu'ils disent mais non, je suis prêt. Il dit à Laura Sanko, non, je suis prêt. Là, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui se blesse, vous voulez me mettre à la place d'un des combattants qui se blesse là, le 27. Moi, je suis chaud le 27 mars. Ça rentre dans le champ des possibles. Et comme dit souvent Shel Sonnen, l'espérance de vie d'un sportif est très... Elle, finalement, la fenêtre de tir de vie d'un sportif, elle est très courte finalement. Refuser des combats, c'est un suicide quand on est déjà connu à l'UFC, quand on commence à être connu à l'UFC. Il faut absolument être actif, c'est-à-dire que prendre le moins de dommages possible et faire le plus d'argent possible. C'est le but d'une carrière de MMA. Et en gros, si tu as en plus la chance d'être un combattant qui prend moins de coups comme Cyril, bah, il faut bombarder. Il faut bombarder parce qu'à chaque fois que tu combats, tu as fait un petit sparring et tu te ramasses pas mal d'oseille et tu construis un capital pour ta vie, pour ton après et pour ce que tu as fait. Ça, c'est le rôle du manager, d'aller chercher ce truc-là où on va voir comment optimiser, comment prendre des raccourcis pour ne pas devoir se taper toute la file et pouvoir aller sur la ceinture. Parce que le but, c'est là en haut que les sous commencent à être intéressants. Avant le titre, les sous ne sont pas vraiment intéressants. Et donc, comment faire pour que la durée ne soit pas super longue? Vous avez des gens qui terminent leur carrière en priant et en espérant pouvoir faire le titre. Je parlais de Charles Sonnen, qui a eu la chance de pouvoir faire le titre contre Anderson Silva et qui... Et John Jones. Et John Jones. Enfin, c'est quelque chose de malade. Lui, quand il est assis aujourd'hui, qu'il observe John Jones qui laisse tomber son titre de light heavyweight, il est débordé parce que lui, il a compris maintenant c'est quoi le capital de voilà. John Jones a fait ce qu'il avait à faire, il a défendu, et puis il est passé à autre chose. Mais en tout cas, le but, c'est ça, c'est comment optimiser et dans l'optimisation, il y a la communication dont tu parlais. Et pour finir donc sur ces coups dans les yeux, ces fameux coups dans les yeux, mon cher Fernand, pour finir cette parenthèse-là, alors est-ce qu'il y a une solution finalement? Parce que certains parlent de gants différents, peut-être à l'UFC, ce serait une piste, des règles différentes, peut-être un petit peu plus sévères. Toi, est-ce que tu vois un moyen justement de contrer ce problème-là? Je crois qu'on est au max. Je ne vois pas comment le concret. Je pense qu'il faut juste se sanctionner un peu plus rapidement, un peu plus... voilà quoi. Ils font déjà un bon boulot, hein. C'est-à-dire que les arbitres communiquent en temps réel. Avant que tu ne fasses la faute, ils t'avertissent. Dans les vestiaires, ils te disent, il y aura des moments où je vais te rappeler que les doigts vers le ciel. Ça veut dire que je veux que... Donc, ils font déjà un très bon boulot, mais la logique interne va avec la nature des gants. La logique interne du MMA va avec les mitaines de MMA qu'on a aujourd'hui. En changeant ça, on dénature la discipline, ça devient une autre discipline. Il faut savoir que les high poke, il y a aussi ça en boxe anglaise.
même avec les gants, le pouce en boxe anglaise Mm. peut aller toucher les yeux et irriter les yeux. Donc, on n'a pas une garantie qu'en changeant les gants, en modifiant les gants, surtout qu'on doit garder l'appréhension. On doit garder une main assez ouverte pour pouvoir saisir, contrôler. C'est difficile, ça me paraît difficile. Je pense juste que c'est sur l'arbitrage qu'il faut faire un plus grand boulot de dissuasion, de Mhm. pouvoir jouer à ça et de pouvoir tendre la main sur le visage de l'adversaire. Bien, et breaking news, quelle breaking news! Monsieur Taylor Lapillus, l'un des visages du MMA Factory, du Management Factory, vétéran de l'UFC avec un bilan de 3-1 dans l'organisation, ancien champion du GMC, Chem du GMC, ancien champion du TKO MMA, l'organisation canadienne, s'est engagé avec le Fight Exclusive Night, le FEN, organisation polonaise, avec l'objectif de prendre le titre très rapidement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'était Taylor sur ses réseaux sociaux. Et il a bien évidemment remercié son manager Fernand Lopez. Alors, la grosse question, Fernand, c'est Taylor, dont tu avais parlé récemment dans un podcast qui est quand même l'un des gars qui compte en MMA et puis sans doute le meilleur bantamweight en Europe. Là, voilà, il a annoncé qu'il était de retour en tout début d'année. Là, avec le FEN, c'est quoi exactement cette signature? Quels sont les dessous de cette signature finalement? Les dessous de cette signature, c'est rester busy. Le rôle du management, c'est garder son athlète busy. Taylor Lapillus, c'est clairement sur la, 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 la liste d'attente de l'UFC. Sean Shelby, là, sur le papier, et me promet à chaque fois, ne t'inquiète pas, on va l'appeler bientôt, ne t'inquiète pas, on va l'appeler bientôt. Sauf que ça dure parce que le roster est full, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça dure. C'est un mystère. Cependant, encore heureusement, Taylor gagne bien sa vie. Il a d'autres revenus que le MMA, mais cependant, si compter que sur le MMA, ça peut être très compliqué. Taylor est sous contrat avec Ares. Ares tarde à revenir parce que la pandémie fait qu'on doit organiser les choses de manière claire pour qu'on ait un protocole qui nous permette d'organiser beaucoup d'événements sans avoir de soucis voilà, avec ou sans public. Donc, on travaille dessus avec la région Île-de-France qui nous aide beaucoup, Madame Pécresse, merci d'ailleurs, avec la préfecture. On est en train de travailler sur la faisabilité très rapidement d'un événement à reste, mais ça ne... Encore une fois, on m'a déjà posé la question, je n'ai pas envie de me mouiller sur la date, mais je ne vois pas ça venir avant le mois de juin parce que la recrudescence de la pandémie, ça monte très, très fort en ce moment. Et nous, bref, on a pris du retard dessus. Il faut que Taylor combatte. On a fait le choix d'une organisation qui le payait avec beaucoup de respect. On a le KSW qui le demande avec une très bonne paye, mais du coup, il est bloqué. On a le Rising qui le demande. On a. J'aurais pu le mettre au Bellator. Il n'est pas intéressé par le Bellator du tout. Et donc, du coup, il nous reste une organisation qui pourrait nous respecter, mais à la fois nous donner la possibilité et la liberté d'aller à l'UFC à tout moment où le coup de fil de Sean Shelby atterrissait. Donc voilà, le FEN le paye très bien. Le FEN lui donne tout de suite la possibilité du titre. Donc il a signé d'ailleurs pour le titre, mais celui qui est champion en ce moment a clairement décliné l'offre en disant « Je ne veux pas affronter Taylor ». Donc du coup, l'OFEN se met en situation de probablement lui slip la ceinture et mettre quelqu'un d'autre vis-à-vis de Taylor. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, les négociations sont en cours. Le but, c'est juste de garder Taylor le plus actif possible, lui faire gagner un peu d'argent, lui faire gagner de l'expérience et attendre éventuellement un coup de fil. Et puis, si le coup de fil n'arrive jamais, bon, c'est pas on s'est fait une raison, c'est pas, ça aurait été une perte, une déception, mais je pense que c'est pas une finalité finalement l'UFC pour Taylor, mais Oui. c'est un challenge qu'il a envie de refaire et parce que
le Taylor d'avant, c'est pas le Taylor de maintenant. Et je pense qu'il a sa place dans le top 10 sur l'UFC. Et donc, c'est le moment d'aller challenger ça. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Très bientôt, Taylor combattra au FEL. Et justement, par rapport à Taylor Lapus, qui permet de faire la jonction avec le sujet de la gestion de carrière en MMA, pour Taylor, moi je me dis quand même, dans le pire des cas, l'UFC Paris, ils l'appelleront forcément. Enfin, déjà là, c'est quand même très très surprenant que l'UFC n'ait pas rappelé Taylor, mais c'est vrai, il faut quand même rappeler que la catégorie Bantamweight, quand on regarde le top 15, et même j'ai même envie de donc top 15 officiel UFC et top 20 sur Fight Matrix, c'est c'est complètement dingue en fait cette catégorie. Oui, c'est à boîte dingue, mais quand même, Taylor a nettoyé un peu autour de lui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maness, qui est sur 2 victoires à l'UFC, s'est juste fait mettre KO, clean shot par Taylor Lapillus Mmh. lors du titre mondial au TKO au Canada. Franchement, euh, ça n'a pas une logique. Le management, ce qu'on sait, ce que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude avec les décisions des managers, des promoteurs, des matchmakers. La logique, je ne la comprends pas beaucoup. Si on devait raisonner sur la logique, il y serait déjà. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'il ne le vit pas, il ne le vit plus mal. Je ne le vis plus mal. Il a fait l'UFC, c'est un fait. Il a eu 3 victoires à l'UFC, une seule défaite à la décision. Peu de Français peuvent dire ça. Très peu de Français et même d'Européens peuvent, peuvent dire qu'ils ont eu 3 victoires à l'UFC. Jusqu'à présent, c'est rare. Et donc, oui, on attend le coup de fil, mais en attendant, on a la chance que Powell, le promoteur du FEN, maintient un très, très gros salaire à Taylor, mais maintient quand même, mais nous donne quand même la possibilité de se libérer si jamais l'UFC appelait, c'est quelque chose de bien. Et donc, pour la gestion de carrière en MMA globalement, toi, tu as cette double casquette, bien évidemment, de head coach, mais aussi de manager. À quel point est-ce important, justement, pour les athlètes d'avoir un manager qui va, je sais pas, soit être assez offensif ou on va dire qui va les connaître parfaitement pour justement monter leur carrière. Et à quel point pour celles et ceux qui justement, là, peut-être découvrent le MMA en écoutant ce podcast-là, il n'y a pas juste un coach, il faut aussi un manager. Euh, je pense que le manager est la personne sur laquelle l'athlète va s'appuyer pour pouvoir se concentrer sur la performance sportive. Comme le slogan de Management Factory le dit, euh, on gère tout et voilà, juste toi, fais ton combat et nous, on gère le reste. C'est ça le but de soulager au maximum l'athlète. Il y a certains athlètes qui sont soulageables et d'autres pas. Il y a des athlètes comme certains chefs d'entreprise qui peuvent déléguer et d'autres qui ne peuvent pas déléguer, qui ont du mal à déléguer parce qu'ils veulent bien faire les choses, ils veulent faire les choses eux-mêmes. Et des fois, ça vient perturber un peu l'évolution en tout cas, l'expansion de l'entreprise. Pour pouvoir faire de l'expansion, il faut qu'on puisse ubériser, il faut qu'on puisse libérer les tâches à d'autres personnes et puis qu'on se concentre sur le développement et l'expansion. C'est le cas du combattant. Le combattant doit se concentrer sur la performance sportive et se reposer sur des personnes de confiance qui peuvent s'occuper du reste. Euh, la plupart d'athlètes au MMA Factory jouent le jeu dessus. C'est-à-dire que la plupart d'athlètes me font confiance et me laissent leur carrière en main. D'autant plus que ces athlètes-là sont aussi entraînés par moi. Donc, la plupart du temps, je bénéficiais de cette carrière-là. Souvent, ça n'a pas souvent été le cas et ça m'a permis d'apprendre, notamment avec Francis. J'ai été le manager de Francis pendant un bon nombre de temps et Francis n'est pas a un problème de sécurité sur ce qui est autour de lui, donc il est en panique et il veut souvent regarder tout ce qu'il fait. Il est au détail près. Euh, et
Mais je pense que oui, il faut savoir se reposer sur même des personnes qui font des grandes déclarations, comme Mayweather avait fait une déclaration en disant je me manage tout seul, j'ai plus besoin de manager. Nanana, c'est faux. Il s'appuie sur une famille très solide, une famille qui a une grosse expérience en boxe et en management. Et donc, ouais, je pense que c'est la première des choses. Ensuite, en fonction des relations que tu vas être un manager assez distant, comme je suis le manager euh, de Yon Couté là-bas, par exemple, et qu'il vit de l'autre côté, je vis de l'autre côté. Je suis le manager de Véronica Macedo, elle vit dans un autre pays, moi je vis ailleurs. Et puis, donc, il y a cette distance qui fait que tu ne peux pas trop interagir. Et puis, il y a des managers qui sont un peu, des cas qui sont un peu plus proches, comme certains factoriens que je vois à la salle. Je les vois tous les jours, donc du coup, je suis au courant de tout ce qui se passe dans leur vie, les plus petits détails et tout. Et donc, je peux plus interagir dessus et donc devenir un papa poule dessus en fonction des des affinités que j'ai ou pas. Et à partir de quand toi, tu prends une décision, ou un manager pour toi doit prendre la décision de dire ce combat est une opportunité intéressante ou non, enfin, on va y aller ou pas? C'est très multifactoriel. Les gens ont tendance à penser que le bon manager, c'est celui qui ne t'envoie pas au charbon. Et les gens pensent que la définition du charbon, c'est tout combat que tu peux perdre est un charbon. Mais encore une fois de plus, le ratio qu'il peut faire, c'est comment est-ce que je peux t'amener le plus rapidement possible à la ceinture de toute organisation en prenant le moins de dommages possible et en prenant le plus d'argent possible. C'est aussi simple que ça. Dans le cas de Belal, Belal pourrait dire à son manager, mais t'es un fou furieux. Comment tu peux m'opposer tout de suite avec Léon Sédois? Le mec est classé numéro 3 mondial. C'est un show, c'est un tueur, mais tu ne me veux pas du bien. Tu veux arrêter ma carrière. Mais non, parce que bien que le combat soit un combat super chaud, c'est un combat qui te met en pole position pour pouvoir exploser. C'est-à-dire que je prends le cas d'un gars comme Big Mouth. Tu sais c'est qui Big Mouth? Kevin Holland qui affronte Derek Brunson ce week-end en main event de l'UFC Vegas 22. OK. Si je vous raconte l'histoire de Big Mouth, c'est incroyable. Le mec qui fait le Contenders, il est dégagé du Contenders parce qu'on trouve que sa performance n'est pas terrible et qu'il a une grande gueule. D'où son surnom par Dana White, Big Mouth. Ensuite, il y a un mec, lui, il est middleweight. Ensuite, il y a un mec, l'adversaire de Thiago Santos, qui est blessé. Dana White va demander au matchmaker Sean et Mick de faire venir Big Mouth. Comme il a une grande gueule, faites-le moi venir, demandez-lui, mettez-lui l'argent qu'il a affronté Santos et on va voir, comme il dit qu'il peut affronter tout le monde, il a envie de combattre et tout, donnez-lui l'occasion. Et Big Mouth fait quoi? Il arrive. il sait quasiment qu'il va perdre à 90%. Il le sait qu'il va perdre. C'est Thiago Santos, bordel. C'est une catégorie au-dessus. Il est un 84 kilos, il va affronter un 93 kilos. Mais c'est que c'est l'opportunité de sa vie. C'est l'opportunité de sa vie de se faire remarquer. Il arrive, il fait un beau combat. Il perd le combat comme c'était prévu, mais il fait un beau combat. À partir de ce moment, il a attiré l'attention de Dana White. Et Dana White fait à la presse-conférence, j'ai mal parlé de lui, j'ai dit des choses sur lui comme quoi il avait une grande bouche, mais guess what? Il back it up. Il est capable de faire ce qu'il promet de faire. Et à partir de ce moment, le mec enchaîne 5 combats en une année. En 2020, 5 combats. Il bat tous les records. Ça, c'est du bon management. Ça, c'est du très bon management. Parce que il a tenté un coup qui était archi risqué, mais il y va quand même. Donc, je ne conseille pas au manager. Je ne dis pas que le bon manager, c'est celui qui t'envoie au casse-pipe. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut avoir un ratio. Quand vous voulez comparer si votre management est bon, prenez le nombre de combats faits en tout, au total dans votre management, sur une période, et regardez le nombre de défaites de votre management. Il faut quand même qu'il y ait un ratio positif sur les victoires. Et que quand on va pour un combat où on sait quasiment qu'on aura une défaite, que ce soit un calcul, parce que la défaite nous catapulte sur une position qui est meilleure encore.
Donc, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des managers qui vont vous enchaîner et en disant, je suis positionné là, je suis positionné là, je couvre tout le territoire mondial avec tous les athlètes. Mais en gros, ils ont un ratio de 80% de défaites, 90% de défaites, et très rapidement, ça stoppe le truc parce que ce qui se passe, c'est que sans se parler, le syndicat des managers esquive certaines offres. Et puis, il y a certains qui veulent aller vite sur le volume et sur la communication sur les réseaux. Ils vont accélérer sur ce boulevard en disant, bon, moi, je prends. Ils vont placer les gars en utilisant la confiance que les gars ont pour eux et les placer sur tous les cas possibles. Et donc, du coup, ils font un gros chiffre, mais qui n'amène pas loin parce que tu fais un chiffre sur le nombre de mecs placés, mais tu fais un très mauvais chiffre sur le nombre de victoires que tu as eues. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, finalement. Le bon management n'est pas forcément celui qui envoie au casse-pipe, mais des fois, le bon management, c'est savoir prendre le risque. Si jamais Volkan Ozdemir ne prend pas les risques qu'il a pris, il ne va pas faire la ceinture. Et quand tu as fait la ceinture, difficile après de recombattre à moins de 350 000 $. Donc, si tu veux, Volkan Ozdemir est signé en short notice, very short notice. Il y va, il enchaîne. Il bat Ovin Saint-Preux à l'époque numéro 6. Ovin Saint-Preux, il arrache tout. Ça, c'est le boulot de Fred, le manager de Volkan. J'ai envie de lui dire, franchement, Fred, tu es une inspiration, tu es un bon. Il va court-circuiter toute la hiérarchie et se retrouver à la ceinture rapidement contre DC. Et effectivement, les mauvaises langues vont dire que c'était trop tôt, c'était pas bon pour lui, il a perdu lamentablement. Mais who cares? Va regarder ce qu'il a comme compte en banque et ce qu'il a fait comme agent. Va regarder sa réputation mondiale. Il est passé à autre chose. Quand il négocie les sponsors, il dit, j'ai combattu pour le titre mondial de l'UFC. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est le rôle du manager. Le ratio entre le moins de dommages possible et le plus d'argent possible. Et globalement, toi, quand tu vois aujourd'hui, c'est vrai, les managers les plus en vue, il y a Ali Abdelaziz. À quel point est-ce compliqué pour un jour, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, toi, il y a certaines catégories où il va négocier pour, par exemple, Khabib, Justin Gaethje, qui sont deux de ses clients. Marlon Moraes contre Henry Cejudo, qui sont ses deux clients. Il se retrouve ou Kamaru Usman, Burns. Il se retrouve dans des situations où il a deux de ses clients qui doivent chaque fois faire monter soit dans la même catégorie ou soit qui vont s'affronter. C'est le problème des riches. On va dire, mon collègue Benjamin Safati, il a eu à dealer avec ça récemment. Sur la carte de l'Afrique du Sud, on avait Taylor Lapillus qui affrontait l'ancien contender au titre mondial de l'UFC, Wilson Reis. Les deux managés par le Management Factory, donc gérés par Benjamin, parce que je m'étais retiré de ça étant donné que j'étais sur le directeur sportif de Ares et que je ne veux pas me mêler de ce qui est du matchmaking pendant que je suis sur la direction de sportive. Mais en tout cas, Benjamin a été confronté à ça, d'avoir ce mec-là classé, il a été à un moment donné numéro 1 mondial dans la catégorie de flyweight qui vient affronter Taylor Lapillus en bantamweight sur un événement d'Ares. Et donc, Benjamin a négocié à la fois d'un côté pour Taylor Lapillus et de l'autre côté pour Wilson Reis. Et je veux dire, c'est un problème des riches, c'est plaisant. C'est pas un grave problème, ça, en réalité. C'est juste, ça montre la domination de dominance MMA. Ali Abdelaziz, c'est au-dessus. On peut critiquer l'homme comme on veut sur d'autres aspects hors du management, mais c'est un tueur à gaz, c'est une machine de guerre. Et donc, voilà, il a un problème de riche d'aller gérer ces personnes-là qui sont très de bons gars et ça ne me pose pas de problème, c'est bien, c'est le fruit de son travail, c'est quelque chose de très intéressant de les garder surtout actifs.
Et quand on voit justement aujourd'hui le paysage MMA, il y a ces grosses agences, mais il y a aussi certains athlètes qui sont managés. Bah, par exemple, je vais penser à Jan Blachowicz qui est managé par sa fiancée, ou d'autres, tu vois, qui restent dans des petites structures. Ça, pour toi, aujourd'hui, ça dépend complètement. C'est vraiment à la préférence du combattant, ou au contraire, ils ont tout intérêt à signer chez des grosses agences. Très honnêtement, ce n'est pas une affaire d'agence. C'est une affaire de qui est ton agent. Très concrètement, c'est une affaire de est-ce que la personne qui te manage est de ton équipe et tient et pense à toi, et aussi est-ce qu'elle est compétente. Hmm. Voilà quoi, c'est-à-dire que la fiancée de Jan Blachowicz, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait un bon job. C'est Enfin, clair. c'est le mec, il vient de détrôner l'un des côtes du monde, quoi. Et puis, il défend sa ceinture, il gagne sa ceinture, et il la défend face à un côte, et puis il la gagne quand même. Voilà. Il est bien placé, sa retraite, elle est assurée, c'est bien. Est-ce que les grosses agences, ça marche toujours? Non. Je prends le cas de Tom Duquesnoy. Tom Duquesnoy, il avait un agent, un manager qui était un individu, pas une grosse société. Et puis finalement, quand il est passé aux États-Unis et qu'il est passé à l'UFC, bah, les résultats en témoignent. Tu entendais plus parler de Tom Duquesnoy quand il était Obama. Tu entendais plus parler de son management quand il était Obama. Et puis quand il est parti aux États-Unis, quand il est devenu, il a le même management que Georges Saint-Pierre, CIA. CA. Et puis au final, rien, que dalle, ça n'a rien donné. Euh, Hmm. Francis Ngannou, managé par Management Factory, regarde comment il enchaînait les combats à l'époque. Regarde juste comment il enchaînait les combats à l'époque. Hmm. Et voir Francis passer par les réseaux sociaux pour avoir un combat, c'est un mauvais signe. À partir du moment où tu te retrouves à devoir supplier sur les réseaux sociaux pour avoir un combat, à devoir pousser ta communauté à pousser pour que tu aies un combat, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais indicateur de ce qui se passe. Parce que tu peux être dans une grosse boîte et on te met un simple petit gentil qui gère un petit portefeuille. Si c'est une machine de guerre, c'est une grosse boîte qui gère le cinéma, qui gère le basket, le football américain, le machin. Et donc, il y a un mec, un petit mec qui représente le MMA qui est le plus petit portefeuille. Et on lui dit, bon, gère ces détails. Et puis, on te dit aujourd'hui, quand Francis était au Management Factory, vous l'avez vu avec du Reebok. Il avait un équipementier. C'est-à-dire que, Reebok UFC, il était sponsorisé par Reebok. D'abord sponsorisé par, Weekend One, bien sponsorisé par Weekend One. Merci à Weekend One. Ensuite, sponsorisé par Elion. Ensuite, sponsorisé par Reebok. On a négocié un deal avec lui pour Reebok. Vous le voyez, si aujourd'hui on vous pose la question quel est l'équipementier de Francis, vous dites quoi? Hmm. Il est bien managé par CIE, mais concrètement, si on vous demande l'équipementier qu'il a, c'est quoi? Ah bah Vous c'est avez... Jim Shark, c'est Jim Shark. Mais non, c'est pas un équipementier, Gymshark, c'est pas, c'est du streetwear. Hmm. C'est aujourd'hui, on n'a pas besoin, si on attend d'arriver chez CIE pour être managé par Jim Kins, alors on a un problème, Jim Kins. C'est que Hmm. Jim Kins est sponsor de Nassourdine Imavov, Jim Kins est sponsor de Alan Bodo, Jim Kins est sponsor de Cyril Gann. Enfin, si on attend d'arriver sur une grosse boîte comme ça pour arriver sur ce management, c'est dommage. Donc, je pense que concrètement, il n'y a pas de règles dessus. Il y a juste est-ce qu'il y a un bon feeling entre un bon manager et un autre. Je pense que c'est ça le plus important en réalité. C'est pas, il y a des gens qui vont très bien réussir d'un côté et d'autres qui vont pas réussir d'un autre côté. Quand tu vois, moi j'ai été en co-management avec donc la première partie de la carrière de Francis, je suis manager seul de Francis. Ensuite,
la deuxième partie, je suis en co-management avec Thiago de On the Road Management. Et avec Thiago, on a vu, on a trouvé des sponsors comme Mitsubishi à Joanna Jezeski, une autre championne de l'UFC. On a trouvé plein d'autres sponsors qui ont aujourd'hui, notamment, tu vois ce qu'il fait avec, comment elle s'appelle, Jessica Andrade. Mais à côté de ça, je te pose encore la question, si a donné quoi comme sponsor à Tom Duquesnoy? Si a donné quoi comme sponsor à Francis? Concrètement, quelle est l'évolution qu'il y a eu? Et pourtant, c'est un mastodonte, quoi. C'est une très, très grosse boîte. Après, je pense que c'est peut-être pour Francis, c'était peut-être pour aussi sortir du sport, parce que je me souviens qu'il avait fait une opération avec Zion Williamson, le basketteur, qui est lui aussi managé par CAA, et peut-être, à mon avis, CAA qui est aussi très présent à Hollywood, tu vois, ça a peut-être facilité justement le passage de Francis chez Fast and Furious. Peut-être. Oui, et Après, j'ai pas tout... Fast and Furious, ça donne quoi? Ça sort bientôt. Oh là là, oh la mauvaise langue. Ça sort Non, bientôt. non, c'est pas une mauvaise langue. Mais je pense que ça va faire pour Francis, ça va être une grosse exposition Fast and Furious quand même. Absolument, je le lui souhaite, il le mérite, c'est quelque chose de bien. Ce que je dis juste, c'est que si tu compares cette grosse machine de management qui s'est occupée de la carrière de Georges Saint-Pierre, combien de films il a fait? C'est une grosse boîte. Ils sont implantés à Hollywood. Il en a fait. Il a percé. Il a percé. Mon cher Fernand, parce que Fernand Lopez, bien évidemment. Alors là, les gens vont être choqués, mais il est ultra focus MMA, Fernand, toute la journée il travaille. Mais Georges Saint-Pierre, là, il va avoir l'un des rôles principaux dans la nouvelle série Disney Plus de Marvel, le Winter Soldier, et je sais même plus comment ça s'appelle, mais bref. Avant ça, je te parle avant ça. Ah, il avait fait un rôle, mais il n'avait pas trop le temps. Puis sinon, c'était des films un peu... Allez, des films pour faire des films, on va dire. On est d'accord. Ouais. OK? On est d'accord que c'est pas la grosse carrière au cinéma. Oui, bien sûr. C'est pas Ronda Rousey. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même Ronda Rousey qui a fait une tonne elle en a déjà fait quelques-uns des Fast and Furious, de gros blockbusters. Ça va, tu vois. Bon, voilà, je soulevais juste ce point-là en disant que le choix, si tu me poses la question, quelle est la meilleure chose à faire, c'était ça ta question. Parce que des fois, on se perd dans la discussion et les gens vont me tacler sur autre chose, alors que je dis juste que je réponds à ta question qui est est-ce qu'il faut aller dans une grosse boîte, une petite boîte? Je n'en sais rien. Je sais simplement que c'est une affaire de connexion avec humainement quelqu'un et que si tu es bien, si Georges Saint-Pierre ou Connor se retrouve bien avec son manager, ben c'est une bonne chose, ça perce, ça marche et puis ça avance. Et tu t'en parles souvent en interview, et justement, c'est quelle est la grosse différence finalement entre le MMA et tous les autres sports? Parce que c'est ça qui me frappe, moi, c'est que tu vois, quand tu regardes tous les sports US, à chaque fois, tu retrouves les mêmes grosses agences. Alors qu'en MMA, que ce soit Dominance MMA, First Round Management ou d'autres, et ce sont les plus puissantes en MMA, mais elles ne sont quasi exclusivement qu'en MMA. Quelle est la spécificité de ce sport qui fait que tu vois finalement les gros poissons comme CA aux États-Unis n'ont toujours pas réussi à s'implanter durablement en MMA? Enfin, quand je dis s'implanter durablement, c'est, tu vois, avoir des vrais gros succès. Parce que la compréhension du MMA est trop spécifique. On ne gère pas les carrières des autres athlètes dans d'autres sports comme en MMA. C'est assez particulier. Moi, je me suis lancé il y a quelque temps sur le football. Le Management Factory a désormais un département qui s'appelle Soccer Factory, sur lequel on gère le foot. On a quelques petites jeunes signatures pour le moment sur le foot. Mais en tout cas, c'est un peu... C'est bizarre. Le foot, c'est très mafieux. C'est pas clair, c'est pas transparent. Il n'y a pas de respect d'administration, de machin. Enfin, il y a des combines qui se passent qui sont assez bizarres. Et je pense que chaque sport a sa spécificité et que le sport de combat paye très peu comparé aux autres sports. C'est-à-dire que en réalité, qu'est-ce que tu veux que CIE fasse du MMA?
Ouais. Le mec qui gagne le plus en MMA n'est pas avec eux. Hmm. Quand tu ne manages pas Connor en MMA, tu vas faire quoi? Tu vas manager qu'il n'y a pas d'argent. Le MMA, c'est pauvre. Le MMA, c'est très pauvre comparé au foot US, comparé au foot, au soccer. Donc, du coup, les autres agences, quel est l'intérêt d'aller se diversifier dans un sport qui est aussi spécifique où il y a un maximum, excusez mon langage, d'enculade comme, comme dans tous les autres sports, quoi. Enfin, il n'y a pas un grand intérêt, si tu veux. Hmm. Il n'y a pas, il y a vraiment pas un grand intérêt parce que non, parce que ça ne vaut pas le jeu ne vaut pas la chandelle pour ce qu'on gagne. Un mec qui gère un footeux ou Oui, avec les contrats, ou même un joueur NBA avec un contrat de 200 c'est millions sur ça, 5 ans, c'est force. ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, le foot, je ne suis pas passionné de foot. J'y vais parce que euh, ce sont des jeunes managers que je recrute au Management Factory qui m'ont poussé à y aller sur le foot en disant, les gars, je comprends que vous n'aimiez pas le foot, mais moi, je connais des managers, des agents de foot, vraiment, ils connaissent rien à ce que vous faites, quoi. J'ai aujourd'hui 2 agents qui sont diplômés foot, qui ont leur... euh, voilà, qui sont agents de foot, quoi, qui ont leur diplôme d'agent de foot, qui ont leur certificat d'agent de foot. Et et qui te disent, Fernand, s'il te plaît, fais pas ça. Tu parles plusieurs langues, tu peux te débrouiller, tu gères bien. Moi, je connais tel manager qui a fait ça, tel agent qui a fait ça. Il ramasse des millions, machin, il n'a pas ton niveau. S'il te plaît, laisse-nous gérer, aide-nous juste à nous mettre dessus et puis donne-nous des conseils de la manière dont tu gères les carrés en MMA, que tu nous aides sur ça. Et donc, mais jamais, moi, on se dit, on va se lancer, on va se faire. Et effectivement, c'est très spécifique. Hmm. Euh, j'ai vraiment pas la passion dessus. On ne m'aurait pas poussé, j'aurais pas été intéressé. Aujourd'hui, si je suis un peu plus intéressé. Je commence à capter un peu les délires de se dire que je vais aller chercher un avant-centre qui est plutôt robuste et tout, et qui a un capital santé correct et tout, parce que c'est ce qui passe plus sur le marché. Bah voilà, voilà, tu tapes des petits contrats qui ne t'apportent pas grand-chose euh, sur les jeunes qui sortent des écoles de foot et tout, en espérant que tu tombes sur un qui soit Eh oui. un aimant à joue et que du coup, ça change le cours des choses. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup d'argent dans ce monde-là, il y a beaucoup de concurrence et je comprends qu'ils ne soient pas intéressés du tout par ce qu'on fait, nous, sur les sports de combat. Mhm. Bien. Et ben, la partie sur le management est désormais terminée, mon cher Fernand. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, qui aujourd'hui, maintenant, on change un petit peu de formule. Mi-question, mi-actualité du moment, bien évidemment, mais vous pouvez toujours poser vos questions en espace commentaire. Et King Energy est disponible sur toutes les plateformes, je le rappelle, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, bien entendu. Alors donc en commentaire cette semaine, nous avons une question de R9, question pour le King. Penses-tu un jour léguer ton rôle de head coach du MMA Factory pour te consacrer à 100% sur l'éclosion de l'organisation Ares FC? Euh, oui, c'est déjà fait. Je mets beaucoup d'énergie sur Ares. On a vraiment l'intention de faire des très belles choses avec Ares. Aujourd'hui, je délègue beaucoup, quasiment pas 100%, c'est-à-dire que je vais mettre mon énergie, je vais donner 100% sur l'énergie que je mettrai à Ares, mais je ne vais pas donner 100% d'énergie. Je ne vais pas enlever 100% de ma présence sur le MMA Factory. Euh, Parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être bien entouré. J'ai des coachs qui sont beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que très concrètement, je le dis sans embâche et tout, je pense que euh, Benjamin Sarfati qui a accompagné Cyril Gann pour le combat de Dos Santos est meilleur entraîneur que moi. Je pense que Nicolas Hott est meilleur entraîneur que moi. Je pense que Christian Pumbou, tonton, est meilleur entraîneur que moi. Je pense que
Sami Faidine est meilleur entraîneur que moi, je le pense sincèrement. Que, notamment sur la préparation et la structuration de carrière des enfants, des ados, et cet embranchement vers le professionnel, Sami Faidine est beaucoup meilleur que moi. Je suis persuadé que je les ai aidés pour y arriver, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, ils m'ont largement dépassé. Et donc, du coup, le MMA Factory tourne quasiment sans moi. Il y a, hormis Covid, quand il n'y a pas la pandémie, on a 14 cours au MMA Factory et je ne dispense plus que 3 cours collectifs. OK? Et sur les 3 cours collectifs que je dispense, je suis souvent remplacé par ce dont je viens de vous parler. Donc voilà, à partir de ce moment, je sais que je peux déléguer et que je peux penser à l'expansion et ne pas juste penser voilà, sans détériorer la qualité du coaching. C'est ça le plus important, c'est que comment faire la quantité de qualité? Comment faire de la qualité en quantité? C'est ça le truc en fait, c'est que si on se met à faire de la quantité et qu'on perd de la qualité, on a beaucoup perdu. Avant de pouvoir lâcher les rênes et de pouvoir déléguer, je me suis assuré qu'on avait de la qualité. Aujourd'hui, on a de la très bonne qualité. Je ne vous parle pas de la préparation physique. Je ne vous parle pas de rien de préparateur physique de Nassourdine et comment il dit, Cyril Gann. Je ne vous parle pas de Hugo, le préparateur physique d'Alan, entre autres, et Racim. Je ne vous parle pas de... Enfin, le niveau de préparation mentale, préparation physique, le niveau d'accompagnement sur les combats, de la stratégie, de la lecture de jeu des combats est juste démentiel au MMA Factory, très sincèrement. Et donc, du coup, maintenant, on a la force et la puissance de pouvoir aller en expansion, de dupliquer ce qu'on a comme modèle qui marche. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et donc, du coup, je me concentre énormément avec mes autres collègues. Hein. Je suis Ares, c'est beaucoup de personnes. Et nous sommes en ce moment concentrés sur tous les process pour pouvoir démarrer quelque chose de durable et de solide durant la pandémie. Même si de l'autre côté des États-Unis, ça commence à ouvrir les portes. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Et ça, Fernand Lopez va en parler parce que c'est la bombe lâchée par Dana White hier. C'est ça. On était tranquille, il était quoi, 1h30 du matin? C'est ça. Clairement, sans crier, parce que d'habitude, vous savez, il y a des petites rumeurs. Il y a des petits... il y il avait va rien. se passer quelque chose. Il n'y avait rien. Un tweet de Dana White qui dit « Ok, 1h du matin, le 24 boum. avril, UFC 261, Kamaru Usman contre Jorge Masvidal 2, Valentina Shevchenko, Jessica Andrade pour le titre flyweight et Weili Zhang, Rose Namajunas pour le titre strawweight. Et en plus, retour à Jacksonville où l'UFC avait fait son premier événement Covid, sauf que là, il y aura 15 000 fans. C'est ça. Incroyable. Incroyable. Alors, c'est ça. C'était 1 heure et des poussières et tout. Et j'ai retweeté ce tweet de Dana qui était choquant, qui était juste choquant. On a 3 titres. 3 titres. Je pense que ce sera l'un des records en pay-per-view. C'est-à-dire que avoir la deuxième star mondiale dorénavant, on peut le dire, hein, Masvidal, c'est la deuxième star après Conor McGregor. L'avoir en main event. Ensuite, derrière ça, avoir Shevchenko contre Jessica Andrade. Et puis derrière ça, Weili contre Rose Namajunas. Ce sont des combats où c'est chaud de tous les côtés. Alors, à part le combat de Shevchenko où on est quasiment sûr que Shevchenko va gagner, le seul truc qu'il ne faut pas qu'elle fasse, c'est ce qu'elle fait d'habitude quand elle se met à striker, qu'elle reste sur place parce qu'à tout moment, Jessica Andrade peut la décrocher. Peut lui sortir ce crochet gauche fatal qui va la descendre. Mais dessus, on sait quasiment ce qui va se passer. Et puis, Rose va donner du fil à retordre à la chinoise Weili Zhang. Donc, on sait que ce sera un beau combat. Mais voilà, je pense que ce sera le pay-per-view. 15 000 spectateurs, est-ce que tu te rends compte? On est en Floride. La Floride, c'est juste l'État. Où le Covid n'existe pas. Où il y a beaucoup de Covid. Ouais. Beaucoup de Covid. Mais au niveau des restrictions, je veux dire.
Oui, les restrictions sont folles, mais attention, je vais vous donner quelques chiffres. Est-ce que vous savez que je crois que la population en Floride est de 21 millions de personnes et on a 1 900 000 cas de COVID, parmi lesquels je crois on a bien un truc comme 22 000 décès ou 23 000 décès. OK, je ne sais plus exactement. Pour que vous vous rendiez compte, en France, il y a 66 millions d'habitants et dans toute la France, on n'a que 4 millions de cas de COVID. On a certes quasiment 89 000 décès, mais on n'a que 4 millions. 4 millions de cas de COVID dans un pays où il y a 66 millions d'habitants et on a quasiment 2 millions de cas sur un État des États-Unis en Floride où il n'y a que 21, c'est ça, 21 Ouais. millions de population. C'est vous dire que j'ai un peu peur. J'ai peur, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va tenir. Mais il m'inspire. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il m'inspire, c'est Dana White, dans la mesure où rien ne le fait reculer. Au lieu de se dire, il considère que on va vivre avec le Covid et qu'il faut s'adapter et vivre avec. Et donc, moi, je Moi, suis je tout le pense pas temps. qu'il va reculer pour le coup. Parce qu'il y aura déjà un événement sportif avant lui qui va se dérouler en Floride. Et c'est Canelo qui avait fait aussi son dernier combat en Floride, justement, avec du public. Donc, tu vois, mais il y avait moins de 15 000 personnes. Oui, c'est moins de 15 000 personnes. Et ce que je te dis, c'est que le stade en question où on va aller, là, le mémorial, vétéran mémorial, Ouais. il y a la capacité, elle est de 15 000 personnes, pile poil. Donc, ce Full. qu'il dit, voilà, donc ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas qu'on aura des mesures de distanciation d'1 mètre ou de. Non, non, non. Il y aura 15 000 personnes dans une capacité de 15 000 personnes. C'est chaud quand même. Mm. C'est ça que je parle, c'est chaud quand même. C'est clair. Et c'est un peu inquiétant. Cela dit, Maintenant, c'est simple, ce sera simple de trouver le cluster voilà. en Floride. Voilà. Maintenant, je dis encore que il m'inspire beaucoup et c'est ça qui me pousse à donner le maximum dans tous les process qui vont permettre que je puisse, avec mon équipe, border sérieusement l'arrivée d'Ares. Quand Ares va arriver, on va arriver avec des choses nouvelles, des concepts nouveaux, de la manière de faire des choses différentes pour que ça dure dans le temps. Et d'ailleurs, en parlant d'Arès, tiens, petite digression. J'avais vu passer un communiqué de presse. En tant que rédacteur en chef de l'Assure, je recevais les communiqués de presse sur le nouveau système de bonus, donc qui changeait aussi par rapport aux autres organisations. Est-ce que ça va toujours être d'actualité, ce fameux... Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc qui était innovant par rapport au reste des organisations. C'est ça. Le truc innovant, c'est ça. C'est qu'on a décidé de récompenser doublement les athlètes qui allaient chercher les finishes. Donc, pas de bonus de victoire, mais de bonus de finition. Mais avec le salaire, il est gonflé. Donc, au lieu de faire bonus combat plus bonus machin, on additionne tout et on paye correctement. Mais ensuite, on enlève le bonus de victoire et on le met en mode bonus de finish pour qu'on ait un peu plus d'action que ça. Pour finir, pour cette UFC 261, rendez-vous compte, et ça confirme ce que dit Fernand, c'est que l'UFC a fait justement, ça c'est Ariel Helwani aussi qui l'a dit, a fait un arbitrage. Parce que les gens peuvent être surpris de cette date du 24 avril pour Kamaru Usman contre Masvidal, c'est que l'UFC a préféré mettre les deux sur cette carte-là plutôt que de faire le retour de l'émission de télé-réalité de The Ultimate Fighter avec les deux combattants par rapport à ce pay-per-view-là. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même de très très grosses attentes quant à l'UFC 261. Absolument. Et donc, alors, ça c'est une question, Fernand, on nous l'a posé énormément dans le podcast La Sœur, mais je me suis dit que le King and the G c'était parfait parce que toi, tu as ce côté, tu as ce tampon certification, ce tampon validation qui fait que ce que tu vas dire là, ça va permettre de mettre fin à tous les débats parce qu'énormément de personnes se posent la question. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Question de Warren New, pourquoi ne pas faire combattre Amanda Nunes chez les hommes? Donc on imagine bien chez les hommes, donc c'est-à-dire Amanda Nunes en bantamweight contre Aljamain Sterling par exemple.
Wow. Bon, honnêtement, voilà ce que je vais, dans un premier temps, ce que je vais dire. C'est très choquant ce que je vais dire, mais je me méfie des superlatifs, jamais. La loi dit que, l'éthique et la loi sportive dit que deux frères ne peuvent pas s'affronter pour, voilà, pour une compétition de sport de combat. Sur beaucoup de règlements, c'est interdit. Mais finalement, c'est déjà arrivé. La loi dit que deux genres différents ne peuvent pas s'affronter, mais sait-on jamais. La loi disait que le MMA n'est pas possible et le MMA a été légalisé dans 50 États aux États-Unis et partout dans le monde. Je préfère être prudent et me dire que le sport évolue beaucoup et que peut-être à un moment donné, ça va arriver. OK. Non, mais pas au top niveau. Encore une fois de plus, je me répète, ça peut arriver. Maintenant, attention, que je vous donne mon point de vue. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit correct. Mais encore une fois de plus, vous ne savez même pas si ce n'est pas le mouvement féministe qui va amener ce côté-là en disant, OK, nous, on veut l'égalité. Nous, on veut que dorénavant, il y ait des femmes dans l'équipe opérationnelle du GIGN. Aujourd'hui, dans l'équipe opérationnelle du GIGN, il n'y a pas de femmes. Et quand on vous demande pourquoi, le commandant du GIGN avec lequel je discutais me dit non, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de femmes, c'est juste que le matériel, le bouclier qu'on déplace quand on est en opération est tellement lourd qu'on n'a pas encore une femme qui a su le porter. Mais on est d'accord que Gabi Garcia, elle y va au GIGN, elle s'en sort au calme. Donc, encore une fois de plus, je suis prudent dessus en disant je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut donner le crédit à cette femme. Elle a fait ce que peu d'êtres humains sur la planète ont pu faire. Il n'y a rien de plus difficile que de rester aussi dominant quand on a autant d'argent. Sur la planète Terre, il y a peu de personnes qui ont continué à faire les sports de combat à haut niveau étant riches et réussi à le faire. Si tu enlèves Mayweather, si tu enlèves Oscar de la Hoya, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de se lever le matin, aller courir, d'aller souffrir, de s'entraîner 2 fois par jour, de faire du cutting, de faire du machin et de distancer autant leur adversaire. Et cette femme continue. On a vu un peu, je vous en ai parlé avec le cas de Conor. Je suis persuadé que la qualité de vie de Conor a une incidence sur sa performance sportive. Ouais. Il est très difficile de vivre aussi confortablement et de continuer à percer. C'est très difficile. Donc, je donne vraiment mes plus grands respects à Amanda Nunes de dominer autant les... Et c'est pas que de maintenant. Amanda Nunes, même si à un moment donné dans sa carrière, elle a été battue par Kat Zingano, avant ça, elle a battu Butts, la jeune fille qui a perdu sa ceinture contre Christiana Cyborg. Elle a battu cette fille à l'époque au Stratford. Rappelez-vous juste que... Par KO. C'est ça. Aujourd'hui, non, c'était un ticket. C'est un ticket. Oui, voilà. Rappelez-vous juste qu'aujourd'hui, en termes de femmes, on ne sait plus quoi faire d'elle. On ne sait plus comment faire pour qu'elle domine tellement outrageusement toutes les autres personnes qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Maintenant, ce n'est pas une option du tout pour moi. C'est-à-dire que, quitte à ce qu'on aille... non, mais pour moi, c'est possible. Mais à des âges comme ce qui s'était passé avec Germaine Derandami, où elle avait battu un gars qui avait 50 piges, où là, c'est possible. Mais tu vois, je pense qu'au plus haut niveau aujourd'hui... Ça, c'est encore plus... Pour moi, ça, c'est encore plus insultant. Ça, c'est être archi misogyne. De dire que, OK, on va te donner un handicap. On va te donner un vieux papy pour que tu le battes, ou on va te donner un petit genou pour que tu le battes. Non. Ou on le fait ou on ne le fait pas.
Je pense juste que physiologiquement, effectivement, C'est ça. les hormones qu'on a nous donnent quelque chose de différent de ce que les oestrogènes peuvent donner à la femme et que du coup, physiologiquement, on est constitué différemment et que à force physique égale, c'est compliqué. Maintenant, euh, je vous dis, asseyez-vous, serrez bien la ceinture et un jour, ça pourrait arriver. Et vous pourrez faire wow, wow, wow. Et ça pourrait arriver parce que rien Au n'est top, tu interdit et que. penses? Dans le sens au top, parce que moi j'imagine bien, et c'est vrai que Dana White l'avait dit, et je pense que c'est vrai, tu vois, qu'en sparring, elle a mis knockdown des gars, comme Anissa Meksen d'ailleurs le fait aussi. Mais tu vois, C'est par ça? contre, je pense que quand tu vas prendre le top monde, je pense que c'est très compliqué de se dire que le champion bantamweight va affronter la championne bantamweight. Tu vois? À poids égal, c'est différent. Mais qu'est-ce qui empêcherait que une 66 kilos puisse affronter un flyweight, par exemple? Hmm, ouais, quand Ça même. ramenait un équilibre. Ouais, ouais. OK? C'est vraiment pas ce que je souhaite. À dire ça, ça me fait moche, en fait, d'entendre ça. C'est- C'est archi moche. Je ne... Mais encore une fois de plus, je dis simplement que rien n'est impossible dans ce monde et on ne sait pas comment l'évolution des choses amène les choses et qu'est-ce qui nous y amènerait. Mais en tout cas, pour le moment, il en est hors de question. Il faut juste la regarder comme une championne qui a tout gagné et qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Elle a tout gagné et puis elle a dominé comme John Jones a dominé outrageusement à un moment donné. Mais au bout d'un moment, ça se voit qu'il s'est lassé. Il se lasse et puis il laisse tomber. Mais elle continue à le motiver à aller s'entraîner. Elle continue à, malgré le fait qu'elle ait une famille, qu'elle est un gosse, elle continue à se motiver pour se lever le matin, aller s'entraîner. Et donc, à ça, je dis chapeau, bravo. Chapeau Amanda Nunes, c'est bien, on va finir sur une dernière question. De Alexis Perrier, oui, on n'avait pas donné le nom de la personne qui avait posé la question la dernière fois, donc Warren New, pardon. Donc Alexis Perrier, question pour la semaine prochaine. Que pensez-vous de la limite des 120 kilos en heavyweight? A-t-elle vraiment du sens depuis l'arrêt de la catégorie super heavyweight, sachant que par exemple en boxe anglaise, cette limite n'existe pas? Ha! Hum, non, là, effectivement, je suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est dommage, en fait, que des personnes, j'ai des personnes qui sont assez lourdes, assez fortes, euh, au MMA Factory, des poids lourds, et qui ont 130 kilos, qui ont 135 kilos, et notamment les lutteurs sénégalais et tout ça, qui sont exclus de la compétition d'office. C'est dommage. Maintenant, je pense que ce qu'on doit limiter, c'est juste le niveau. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec la limite de poids, le poids non limité au Japon, avec les freak shows, ce qui s'est passé, c'est Exactement. qu'on recevait des personnes qui n'étaient pas athlétiquement prêtes pour combattre. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir un surpoids, par exemple, il y a un acteur anglais un gars qui fait du cinéma et qui fait des. J'oublie son nom, c'est quelqu'un de très connu, hein. Il doit avoir un compte avec 3 millions de vues. Et j'étais en contact avec lui pour Arès à un moment donné. Quand il m'a donné son poids, je lui ai dit, oh, ok, bon, c'est chaud, quoi. Il a poché les 140 kilos au D'accord. calme. Mais il est archi musclé, il est taillé à mort, tu vois. Et il est athlétique pour le coup. Il peut combattre et ça fait beau. Esthétiquement, aller prendre un mec qui a 180 kilos et qui a la peine à se mouvoir juste parce que ça fait spectaculaire de l'eau pousser là dans la cage et tout, et puis que c'est ça qui me pose un problème. C'est le mismatch, les combats déséquilibrés qui me posent un problème. Mais si le combat est équilibré, s'il y a un sens au combat parce que les personnes sont préparées, elles ont au même niveau. Alors, moi, si on faisait sauter la limite de 265 pounds, ça ne me poserait pas de problème. Hmm. Et c'est vrai qu'on se souvient que Brock Lesnar, par exemple, faisait un cutting pour combattre à l'UFC. Donc c'est vrai que pour des athlètes comme ça qui sont vraiment où on sait qu'ils vont arriver en forme, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on a fait le tour sur les actualités du moment.
Et puis pour les questions, bien n'hésitez pas, chaque semaine. Ça se passe dans l'espace commentaire, on sélectionnera quelques questions, on répondra la semaine d'après. King Energy, c'est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, bien évidemment, sur Spotify, sur Deezer, et j'en passe. Google Podcast, ça doit déjà y être ou ça doit arriver. Pour Google, bien, c'est les robots de Google qui doivent indexer le podcast, donc il faut prendre un petit peu de temps. Et je vais laisser le King faire le point réclame habituel. Un pouce, la cloche, et puis on follow. Hein. Il faut, voilà, subscribe. Donc, on s'abonne, on fait le pouce, on tape la cloche, et comme ça, on est averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission qui est en place. Merci beaucoup de nous suivre et tout. Merci pour le soutien. Et puis, Monsieur G, je te souhaite une excellente semaine. Eh bien, pareillement, à la prochaine.